À Tombouctou, l'inquiétude cède la place à l'espoir. La campagne agricole 2024-2025 a bien démarré dans les plaines agricoles. Les exploitants sont optimistes et cela grâce à la mobilisation du gouvernement et ses partenaires. Le commissaire à la sécurité alimentaire en visite dans la cité des 333 Saints a rencontré les différents acteurs. Il y a de cela 58 ans, le Mali sonnait la révolution pour dire non à l'impérialisme. Un acte de courage et de bravoure des pères fondateurs. Le chant de la révolution debout partout au Mali. La voix de Modibo a sonné le salut, résonne encore et appelle à un sursaut national pour bâtir le Mali de demain. Près de 6 décennies, les grands témoins de l'histoire nous expliquent l'esprit de la révolution. C'est le grand format de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition de 20h. Vous servirait un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par l'agenda du président de la transition. Le chef de l'État a reçu officiellement ce matin le rapport annuel d'activité du médiateur de la République pour les années 2023 et 2024. Ces documents dressent un état des lieux détaillé des réclamations adressées par les citoyens au service du médiateur. L'analyse comparative des deux exercices révèle une augmentation significative du nombre de saisines, signe d'une plus grande confiance placée au bureau du médiateur, mais aussi d'une persistance des dysfonctionnements au sein des services publics. À l'issue de la remise, le président Goïta a salué le travail accompli par le médiateur de la République et a assuré que les observations ainsi que les recommandations formulées dans les rapports seront examinées avec la plus grande attention. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement de transition à œuvrer en faveur d'une administration plus transparente, plus équitable et plus proche des citoyens. Le reportage de Garibou Pérou, Tchedje Kamara et Aruna Diara. Fidèle à la tradition républicaine, le médiateur de la République remet au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les rapports annuels relatifs aux exercices 2023 et 2024. Obligatoire selon la loi de création modifiée, l'acte est empreint de rigueur et de respect des principes démocratiques. Pour ce qui concerne le rapport annuel 2023, il se subdivise en 4 parties. La première partie traite des réclamations formulées par les citoyens contre les dysfonctionnements de l'administration. La deuxième partie est consacrée aux autres activités du médiateur de la République. La troisième partie porte sur le renforcement des capacités de mes collaborateurs. Enfin, la quatrième partie est relative aux commentaires et recommandations formulées par le médiateur de la République. Excellence, permettez-moi de souligner que mes services ont accueilli, écouter et orienter 6074 usagers au niveau du siège à Bamako et dans les délégations territoriales contre 5230 usagers en 2022. L'institution a reçu entre janvier et décembre 2023 240 dossiers de réclamation dont 153 ont été entièrement traités et 87 en cours de traitement, soit un taux d'exécution de 63,75%. Le rapport de l'année 2023 dresse un état des lieux précis des préoccupations exprimées par les citoyens à travers l'espace d'interpellation démocratique. Cette instance participative a enregistré un chiffre record, reflet tangible d'une médiation de proximité. Outre les réclamations, l'EID a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation contre 334 en 2022, soit une augmentation de 265 dossiers. Les dossiers ont été classés en 3 catégories. 38 pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus. En définitive, le médiateur de la République, garant de l'équilibre entre droits collectifs et droits individuels, fidèle à son slogan « Un recours pour les citoyens, un conseil pour l'administration », inscrit son action dans le processus de modernisation de l'administration et de refondation de l'État. Quant au rapport de 2024, dans la continuité du précédent, rassemble un ensemble de réclamations, de recommandations et d'interpellations formulées par les usagers des services publics. Ces documents, fruits d'un travail méthodique, témoignent de la constance du médiateur de la République. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au cours de l'année 2024, mes services ont accueilli, écouté et orienté 11 693 usagers
dont 7 568 au niveau du siège ici à Bamako et 4 125 dans les délégations territoriales contre 6 074 en 2023. Entre janvier et décembre 2024, le médiateur de la République a reçu au total 208 dossiers de réclamation, dont 138 entièrement traités et 70 en cours de traitement. Les domaines fréquemment concernés sont révélateurs des tensions, litiges domaniaux et fonciers, conflits de chefferie traditionnels, problématiques liées à l'orpaillage, à la protection sociale ainsi que les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les Maliens vivant à l'étranger. La récurrence de ces saisines témoigne non seulement d'une confiance mais surtout d'un besoin impérieux de justice sociale. Prévu par la même loi qui institue le médiateur de la République, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des rendez-vous institutionnels d'importance. De même, elle constitue un moment privilégié de partage des acquis, de dialogue, mais surtout d'orientation en vue de remplir au mieux la mission assignée, et cela conformément au slogan révélateur « Un recours pour le citoyen, un conseil pour l'administration ». Cette exaltante mission du médiateur de la République participe assurément de la volonté des autorités de la transition de maintenir et de fortifier le contrat qui les lie au peuple malien et dont le socle demeure la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Plus qu'une formalité, le respect de cette exigence républicaine constitue un facteur de renforcement de la confiance entre les gouvernants et le peuple. C'est donc le lieu, Madame le médiateur de la République, de vous retirer mon attachement à la poursuite persévérante de la mission que vous avez l'ainsi honneur de conduire. En référence aux 3 principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique en République du Mali, vous devez, vous et vos collaborateurs, gardez en permanence à l'esprit les possibilités de transformation des grands défis de notre administration en opportunités. Le président Goïta, en sa qualité de garant des droits des citoyens, a salué la qualité des rapports transmis. Il a assuré que les observations formulées seront dûment prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques en vue d'un maillage plus fin et plus juste de l'action gouvernementale. Madame le médiateur de la République, les rapports que vous venez de présenter sont assez illustratifs de votre abnégation, mais aussi je note la rigueur que vous avez su imprimer à votre travail, tant dans le processus d'examen des dossiers, de leur traitement, que dans celui de leur suivi auprès des départements concernés. Les efforts du médiateur de la République sont fort encourageants. Le chiffre record des interpellations, 599 dossiers en 2023, et l'organisation reçue des 27e et 28e sessions de l'EID l'atteste à juste titre. Il convient également de souligner l'engouement des Maliens établis à l'extérieur pour la tenue des dites sessions de l'EID, un espace qui contribue véritablement à la promotion et à la consolidation de l'état de droit. Par ailleurs, je voudrais saluer votre initiative visant à faciliter davantage l'accès des femmes à vos services, par-delà les efforts que vous déployez au quotidien en faveur des citoyens lésés dans leurs droits. Je prends bonne note des recommandations formulées et vous donne l'assurance qu'elles seront mises en œuvre dans la mesure du possible. À cet effet, j'invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates et afférentes. Et j'exhorte par ailleurs les membres du gouvernement à poursuivre une collaboration fructueuse avec le médiateur de la République afin de maintenir une relation de confiance entre l'administration et les usagers des services publics. À l'analyse de l'ampleur des défis, le bureau du médiateur entend poursuivre sa mission avec engagement et intégrité. En effet, cette autorité indépendante joue un rôle central dans la consolidation de l'état des droits et la promotion de la bonne gouvernance, 2 piliers essentiels à la paix sociale. Voilà la remise officielle des rapports d'activité du médiateur de la République pour les années 2023 et 2024. Et en images, fin de la visite de 4 jours,
du Premier ministre du Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, à Bamako. Il a été accompagné à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou par son homologue, le général de division Abdoulaye Maïga, en présence des membres du gouvernement et la communauté burkinabé vivant au Mali. Le Premier ministre burkinabé était l'invité d'honneur à la célébration du 2e anniversaire de la brigade citoyenne. Au cours de son séjour, il a eu une séance de travail avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, avant d'être reçu par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Ce déplacement du Premier ministre burkinabé a permis de renforcer davantage les relations entre les deux pays qui, aujourd'hui, partagent un espace confédéral avec le Niger. Voilà le Premier ministre du Burkina, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a quitté Bamako. S'il y a un projet gigantesque dans lequel les pays de l'AES se retrouvent, c'est l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, un projet écologique qui incarne l'espoir et la résilience des peuples du Sahel et du Sahara. Les administrateurs de la structure étaient réunis hier à la faveur de la 6e session ordinaire. De cette session, l'on retient que le budget 2025 de l'agence est de 500 millions de francs CFA contre 300 millions en 2024. Djemba Moussa Konaté, reportage. Il ressort de cette 6e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte que la structure a engrangé d'importants progrès en 2024. Environ 87 000 hectares de terres dégradées ont été restaurés, plus de 13 millions de plants ont été produits et 657 forages ont été équipés pour répondre aux besoins en eau des communautés, entre autres. Cette session vise à faire le bilan des activités réalisées et se projeter sur l'avenir. Sur la dotation annuelle globale prévue pour 2024, pour un montant de 315 295 656 francs CFA, un budget total de 160 294 000 ont été notifiés avec une réalisation de 123 461 000, soit un taux d'exécution de 77,02% pour cet exercice 2024. Comme perspective, l'actualisation de la stratégie décennale de notre initiative au Mali demeure indispensable. Il y a également le développement du partenariat pour la mobilisation des acteurs et des ressources que nous devons privilégier, le développement également des actions de protection, de restauration pour la résilience des communautés et des écosystèmes qui est notre raison d'être. Les conclusions de cette session devront renforcer l'efficacité et la visibilité de l'agence au service du développement durable et des populations bénéficiaires. La dynamique internationale autour de la Grande Muraille Verte s'est également renforcée avec l'appui des partenaires de premier plan, tels que la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat, l'Union européenne, le PNUD, le FEM, la BOAD et plusieurs autres. Ce s'est traduit par des financements d'envergure permettant la mise en œuvre de projets stratégiques pour la restauration des terres, l'adaptation climatique et la résilience des communautés. Rappelons que l'initiative de la Grande Muraille Verte est née en 2007. Elle s'étend de Dakar à Djibouti et couvre plus de 2000 km de long et 215 km de large au Mali. La Grande Muraille Verte concerne 12 régions, 92 cercles et 204 communes de notre pays. À Tombouctou, l'inquiétude cède la place à l'espoir. La campagne agricole 2024-2025 a bien démarré dans les plaines agricoles, des endroits qui avaient fortement été inondés l'année dernière, causant d'énormes dégâts. Grâce à la mobilisation du gouvernement et ses partenaires, les plaines ont été réhabilitées à la grande satisfaction des producteurs. Le commissaire à la sécurité alimentaire en visite dans la région a rencontré les différents acteurs. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko.
Le commissaire à la sécurité alimentaire, accompagné du représentant du PAM et de la FAO, a échangé avec les services techniques sur la réhabilitation des plaines de Amadja, d'Aï et de Kouriomé suite à l'effondrement des digues de protection l'année dernière. Après une présentation, les travaux de réhabilitation sont terminés et les producteurs ont démarré la campagne agricole 2024-2025. En ce qui concerne les 3 plaines, à l'heure actuelle avec les interventions sur ces 3 plaines par rapport aux différents travaux de réhabilitation, de colmatage des brèches, de reprofilage des canaux. Actuellement, les 3 plaines sont en exploitation. Donc ce qui est vraiment très réconfortant par rapport au début de la campagne où nous avons vraiment des inquiétudes légitimes. Avec l'appui des partenaires, notamment le PAM, la FAO, le comité de crise du WHH et l'appui technique des services techniques. Donc nous avons pu quand même réhabiliter l'ensemble des digues de ceinture, l'ensemble des canaux principaux et secondaires. Donc ce qui nous a permis quand même de commencer la mise en eau depuis le mois de juillet pour certains plaines. Donc à l'heure actuelle, les 3 plaines sont en exploitation. La mobilisation des partenaires a été possible grâce à l'engagement de la sécurité alimentaire, grâce aussi à l'engagement des partenaires. C'est le lieu aussi de saluer les différents partenaires qui sont dans la salle, qui nous soutiennent dans ces moments difficiles. Ces 3 plaines nourrissent la ville de Tombouctou. Ces 3 plaines nourrissent une bonne partie du cercle de Tombouctou. La campagne agricole 2024-2025 a été sauvée en région de Tombouctou grâce à une franche collaboration de tous les acteurs. Le remerciement va pour la belle histoire que nous avons réussi à mettre ensemble ou à écrire. Je me souviens de notre dernière visite avec le ministre commissaire et c'est vrai qu'on a très vite compris les enjeux, l'importance de ces enjeux et l'importance de répondre rapidement pour sauver cette campagne agricole. Il y a moins de 2 semaines, le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui s'engage à mettre la sécurité alimentaire, les questions qui sont liées à la sécurité alimentaire au plus haut niveau des priorités de l'État. Et de cette instruction aussi est donnée pour que, tant que faire se peut, nous soyons sur le terrain présents et à l'écoute de nos concitoyens pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qu'ils vivent tous les jours. C'est dans ce sens que nous étions ici il y a quelques mois et je me réjouis de voir que tout ce la discussion qu'on a eue ici a été suivie. À la lumière des échanges, l'on peut dire que les exploitants des différentes plaines de la région vont passer une campagne agricole en toute sérénité en espérant de bonnes récoltes. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet TISAL, un projet qui œuvre pour l'amélioration des moyens de subsistance dans les chaînes de valeur centrales et résilientes et aussi des systèmes alimentaires. Il sera exécuté pendant 4 ans. Le reportage de Honoré Chenou et Bassi Traoré. TISAL, transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux. C'est l'intitulé du nouveau projet qui vient d'être lancé par l'ONG WHH en 4 régions. Le projet TISAL ambitionne d'améliorer les moyens de subsistance des jeunes adultes en renforçant la chaîne de valeur centrale et résiliente dans le système alimentaire. Notre ambition est de soutenir les producteurs agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, de l'adoption des pratiques agroécologiques résilientes au climat. Appuyer le développement des chaînes de valeur locales, porteuses, créatrices d'emplois décents et de revenus durables. Renforcer la capacité des collectivités locales pour une gouvernance participative inclusive des systèmes alimentaires. Et favoriser la consommation des produits locaux sains et nutritifs. Le consortium a reçu un montant de 7,78 milliards de francs CFA pour réaliser ce projet ambitieux. La présentation du projet aux parties prenantes et les résultats des évaluations préliminaires constituent les temps forts de ce lancement afin de garantir la mobilisation des services techniques déconcentrés et autres partenaires autour du projet. Nous nous engageons à accompagner ce projet à tous les niveaux que ce soit, en facilitant l'accès au terrain, en assurant la coordination entre services concernés et en veillant à l'atteinte des résultats.
Le projet TISAL sera mis en œuvre par le consortium WHH, HI et Donilab pour une durée de 4 ans dans les régions de Ségou, Mopti et Badjangara. La GIZ et ses partenaires font la capitalisation du projet de sécurité alimentaire. Après 11 années de mise en œuvre dans la région de Tombouctou, les partenaires font le bilan. Le reportage de Sokona Kamiso. Le statut nutritionnel de la population malienne fait état d'une prévalence de 11,6% de malnutrition aiguë globale, dont 2,2% de forme sévère. Et les ménages ruraux en sont les plus affectés selon les données 2024 de l'Instat. Pour inverser la tendance, le gouvernement et ses partenaires ont développé plusieurs stratégies, dont le projet ProSAR. Entendez par là le projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience. Après 11 années de sa mise en œuvre dans la région de Tombouctou, l'ère du bilan a sonné. Dans l'optique d'atteindre l'un de ces objectifs clés liés à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer, le ProSAR s'est basé sur les groupes de soutien aux actions de nutrition GSAN. Mais très tôt, certaines insuffisances de cet instrument communautaire de mise en œuvre de l'approche ANGE, je veux dire alimentation du nourrisson et du jeune enfant, se sont révélées. En effet, les GSAN se concentraient beaucoup plus sur spécifiquement la nutrition. Dans notre rôle de tutelle de ce projet, nous avons eu le privilège de suivre les efforts répétés année après année pour gravir les marches de la célébration de ce jour. Qui aurait cru que des produits autrefois négligés et abandonnés ou tout simplement méconnus intègrent de nos jours le menu quotidien de nos ménages ruraux de la région de Tombouctou, au grand bonheur des femmes, des enfants, sans oublier bien évidemment les hommes. Et la conseillère technique de saluer la bonne coopération entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ, une agence qui appuie les efforts des autorités nationales dans l'amélioration des conditions de vie de la population malienne. Et ce communiqué de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, exprime ses vives inquiétudes face aux attaques simultanées contre les populations civiles et des emprises des forces armées maliennes, FAMA, dont les plus récentes ont été commises le 19 août 2025 à Farabougou et Bikiriwere dans la région de Ségou. La CNDH s'incline devant la mémoire des victimes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le 22 août est loin d'être une date ordinaire au Mali. Il est le point de départ d'une révolution à travers le champ de la révolution. Ce jour-là, le président Modibo Keïta disait, je cite, « Le combat contre le système colonial a été remporté de haute lutte grâce au courage de tous les militants, mais désormais, c'est un autre combat que nous allons engager. Il est aussi difficile, sinon plus difficile que le premier. » Fin de citation. À l'occasion de l'anniversaire des 58 ans du champ de la Révolution, Alpha Maïga est allé à la rencontre des témoins de l'histoire. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici quelques strophes. Debout partout au Mali, la voix de Modibo a sonné, le salut demeure plus que jamais d'actualité. Suivons ensemble. Au Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Au cœur du champ de la Révolution, ici un lieu chargé de symboles où l'esprit de Modibo Keïta, le premier président du Mali, continue de résonner. Le 22 août 1967, j'étais déjà enseignant. Justement, c'est nous qui avons chanté ça pour la première fois. La lutte est engagée, debout partout debout. Demain, toute l'Afrique suivra ton beau chemin. Le 22 août 1967, j'étais un cadet au mouvement pionnier. Intellectuel, la lutte est engagée, debout partout debout. Un message, un appel à l'unité et au patriotisme. Le 22 août 1967, le Mali réaffirmait son engagement envers la nation, envers la souveraineté et posait les bases d'un État socialiste. C'est ça, parce qu'à partir du 22, Modibo avait ses camarades, il y avait le bureau politique, mais le bureau politique a été brusquement dissous. Modibo
a pris un nouveau départ avec la jeunesse. Ils ont pris la révolution en main. On dit qu'on faisait le socialisme, mais on a dit on va à la phase de révolution active. Donc ces jeunes-là, ils ont créé le CNDR, le Comité national de défense de la révolution. L'esprit de ce chant, c'est la révolution. Nous évoquons non seulement le Mali, mais l'Afrique, parce que Modibo était un panafricaniste. Il avait commencé par l'Union Ghana-Guinée-Mali, ensuite la Fédération du Mali avec le Sénégal. Le président s'était rendu à l'évidence que le régime avait été infiltré par l'ancienne métropole qui avait vraiment posé des jalons pour déstabiliser véritablement le régime. Et donc ceux qui étaient ses collaborateurs directs, il a eu le temps de faire le distinguo entre les plus sincères, les plus fidèles et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient au service donc de l'ancienne métropole. Ô ouvriers, amis soldats, intellectuels et paysans. Modibo Keïta croyait en l'éducation pour bâtir une nation forte. La jeunesse, les femmes, les artisans, tous devaient contribuer à la révolution, faisant preuve de sacrifices moraux, intellectuels et civiques. On était à une époque où véritablement la notion de patrie était véritablement un combat pour lequel tout le monde était prêt à s'engager jusqu'au bout, sans jamais imaginer un seul instant la possibilité de reculer, parce qu'on avait foi, n'est-ce pas, au choix politique du premier président de la République, Modibo Keïta, qui était le socialisme. Et donc, malgré la belligérance qui nous imposait l'ancienne métropole, qui s'est rapidement érigée contre non seulement la monnaie, qui est venue dans la foulée, la compagnie d'aviation que Modibo créait dans la foulée, tout ça pour s'autonomiser, pour montrer que ce pays déjà pouvait prendre son destin en main. Mais la France, l'Occident est venu à bout de son mandat, à bout de ce qu'il avait comme projet pour ce pays, pour le Mali et pour l'Afrique. Ce jour-là, face à la menace extérieure et à l'impérialisme, le Mali voulait aussi envoyer un message fort, c'est-à-dire continuer le combat pour l'indépendance. Le président Julius Nyerere de Tanzanie est venu s'inspirer de cette révolution-là ici. Il a même offert un zèbre à Modibo qui se trouvait au jardin zoologique. Aujourd'hui, 58 ans, l'esprit du 22 août 1967 reste un souffle d'actualité. Le peuple malien doit aujourd'hui comprendre cet héritage, le faire sien et continuer à avancer dans le respect des valeurs de souveraineté et de refondation. On a décidé d'être nous-mêmes. Donc c'est vraiment les résumés vraiment du combat de cette transition et qu'on prenne notre destin en main, qu'on essaie de s'émanciper un peu de toutes les tentations qui nous entourent, qui ne sont pas désintéressés naturellement. Je crois que plus d'un Malien s'est rendu compte maintenant que les Européens ne viennent pas chez nous pour nos beaux yeux. Définitivement, les Maliens en ont pris la mesure et ont décidé vraiment de prendre leur destin en main. La transition quand même est un peu sur la voie de Modibo Keïta. Moi, c'est ce qui me réconforte un peu, surtout quand on a essayé de se défaire de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme, quand le président Assimi a essayé d'être un peu dans l'incarnation de Modibo Keïta. Merci à l'Occident, on a dit merci à la France, merci aux envahisseurs et on a lutté, on a opté pour la souveraineté. Le Mali était visité par beaucoup de révolutionnaires, donc des révolutions panafricaines. Donc ils venaient, on échangeait. Donc le Mali d'aujourd'hui aussi, on est comme à la phase d'une certaine révolution. On a rompu avec un ordre. Je souhaite que ce soit une révolution vraiment menée qui s'inspire des tares de l'ancienne révolution, des difficultés de l'ancienne révolution, que cela puisse servir aujourd'hui. Une invitation à se lever, à se mobiliser et à œuvrer pour un Mali fort, uni et souverain. Le chant de la révolution du 22 août continue de résonner 58 ans ce jour de l'année 2025 dans tous les cœurs maliens. Il faut de la confiance, de la sagesse, de l'amour, l'amour du travail, surtout la justice. Inviter l'ensemble des citoyens, jeunesse compris, à revenir sur terre, j'ai envie de dire.
ne pas tomber dans la tentation de tout ce qu'on les miroite à l'intérieur, à travers le monde, comme modèle de développement, comme modèle de réussite. On a fini de comprendre déjà que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado. Le Mali doit se souvenir de ses héros et de leurs sacrifices et continuer à écrire sa propre histoire. Debout, Mali, pour l'avenir. Voilà, le Mali riche de son passé, un passé glorieux qui nous enseigne nos origines. Le conseil spécial du président de la transition a présidé la pose de la première pierre du bloc éducatif de 3 classes en faveur de l'école Djigia Kalanso, l'école des déficients auditifs. Une manifestation de la solidarité présidentielle à l'endroit de l'école malienne en général. Pour plus de détails, je vous invite à écouter un extrait de l'intervention de Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, des propos recueillis par Youssouf Diakité. Au nom de son Excellence le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, nous lançons ici un projet d'une haute portée humaine, la construction de 3 salles de classe et d'un bloc administratif au profit de l'école des déficients auditifs. Ces infrastructures comprenant des bureaux, un secrétariat, un magasin, une salle de professeurs et des latrines ne sont pas de simples bâtiments. Elles sont un pont vers l'avenir, un signe de considération pour les enfants. Toutes ces actions parlent d'elles-mêmes. Elles traduisent une vision, celle d'un Mali plus solidaire et plus inclusif. Aujourd'hui, ce nouveau chantier poursuit les mêmes logiques, à savoir mettre l'humain au centre de toute prise de décision et de toute action. Offrir à des enfants déficients auditifs un environnement scolaire digne. C'est investir dans leur avenir, mais aussi dans la dignité collective de notre nation. Le président de la transition nous rappelle, par son exemple, que la solidarité n'est pas un luxe, mais une responsabilité. Ensemble, par de petits gestes comme par de grandes décisions, nous pouvons bâtir un Mali plus juste, où chaque citoyen, sans distinction, trouve sa place. Attirer les talents féminins de demain et accélérer la diversité dans les entreprises minières. La question est au centre d'une conférence débat, initiative portée par TEMAC. Elle s'inscrit dans le cadre de WIWA, Women in West Africa. Le reportage de Fadema Keita. Dans son élan de développement des solutions innovantes et durables dans les domaines des mines, du forage, des démolitions, des technologies de digitalisation et autres, Epiroc Mali se lance dans la valorisation des femmes dans le secteur minier. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence débat sur des panels tels que former et attirer les profils féminins. Il ne s'agit pas de recruter les femmes, mais il s'agit de créer un écosystème d'inclusion et aussi d'accompagner les jeunes filles qui veulent faire carrière dans le secteur minier et aussi les coacher pour faire émerger les futurs champions pour la souveraineté minière du Mali et pour le développement durable. Notre panel, ça consiste à attirer les jeunes filles dans ces secteurs miniers. Le débat d'aujourd'hui consiste à diriger, à convaincre les jeunes filles à se diriger vers les secteurs miniers. Accélérer la diversité, initiatives et bonnes pratiques au sein des entreprises minières maliennes, c'est le second panel de cette célébration des femmes dans l'industrie minière. Elle s'inscrit dans le cadre de WIWA Women in West Africa. Notre panel doit parler un peu, donner des stratégies pouvant amener les filles, en particulier et en général les femmes, à s'intéresser à l'industrie extractive. L'événement qui nous rassemble ce matin, WIWA, Women in West Africa, est une initiative de cette politique. Initiative qui nous permet d'avoir ce matin, dans cette salle, des acteurs majeurs de l'industrie minière, des institutions, des professionnels, des étudiants et des médias. Comme le souhaitent TEMAC et Epiroc Mali, Mine au Mali, osons une industrie inclusive.
Le Mali et la Russie renforcent leur coopération dans le domaine sanitaire. La 4e édition du Forum d'affaires médicales international Mali-Russie s'est tenue ce jeudi au Centre international des conférences de Bamako. Le thème était coopération sanitaire et opportunités économiques pour un partenariat durable. Ce forum est une initiative de l'association Perspective sahélienne en partenariat avec l'agence de presse russe Africaine Initiative. Le reportage de Adam Meïga. Les renforcements du système hospitalier, la formation et la spécialisation des ressources humaines, la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques, ainsi que l'accès équitable aux médicaments et aux innovations médicales figurent parmi les principaux défis sanitaires auxquels le Mali est confronté. Ces problématiques étaient au cœur de la 4e édition du Forum d'affaires médicales international Mali-Russie. À travers ce forum, nous souhaitons créer une plateforme d'échange entre experts maliens et russes afin de partager les savoir-faire et l'expérience, explorer les opportunités de partenariat technologique et scientifique et de jeter les bases d'une coopération médicale durable et mutuellement bénéfique. Nous devons sortir d'ici avec des engagements clairs, des projets conjoints de formation médicale, des accords pour la fourniture et la production locale de médicaments essentiels, des initiatives communes pour la modernisation de nos infrastructures hospitalières, ainsi que des programmes de recherche collaborative sur les maladies prioritaires pour nos populations. J'appelle à l'issue de ce forum à la mise en place d'un comité stratégique Mali-Russie. Organisé par l'association Perspective sahélienne, en partenariat avec l'agence de presse russe African Initiative, ce forum vise à consolider les liens de coopération entre le Mali et la Russie. Le thème retenu est coopération sanitaire et opportunités économiques pour un partenariat durable. Nous vous parlions hier de la célébration des 60 ans de la Croix-Rouge. Après la cérémonie officielle, les acteurs et leurs partenaires se sont retrouvés autour d'un dîner. Cette soirée dînatoire était une marque de reconnaissance de la Croix-Rouge à l'endroit des pays dont les efforts ont été remarquables. Le reportage de Ibrahim Kaokonate et Sidiki Balou. Ce dîner avec les diplomates a été l'occasion non seulement de célébrer les 60 ans de la Croix-Rouge, mais aussi d'honorer les représentations diplomatiques pour leurs efforts en faveur des couches vulnérables. Et c'est aussi une occasion pour remercier les partenaires, mais remercier les gouvernements des différents pays qui sont représentés ici, d'autres ne le sont pas ici, qui financent les sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. En guise de remerciement, certains pays et partenaires ont reçu des trophées pour leur engagement, notamment l'ambassade des États-Unis, les Croix-Rouges espagnoles, canadiennes, néerlandaises, le CICR ainsi que les autorités maliennes. Tout l'appui, tout l'accompagnement que vous faites tous les jours, chaque année pour la Croix-Rouge malienne, au bénéfice des populations vulnérables. Et Dieu sait, les populations vulnérables, il en existe beaucoup. Les défis sont énormes. La Croix-Rouge malienne ne saurait relever ces défis sans votre accompagnement et sans votre soutien. Je voudrais vraiment exprimer ce soir toute notre appréciation, en tout cas au nom du système des Nations Unies, pour votre courage, le dévouement dans l'apport au secours, du secours et d'espoir aux populations vulnérables, souvent dans des conditions sécuritaires très très précaires. Et on l'a rappelé hier, nous rendons encore une fois hommage à nos collègues qui avaient péri le 25 juillet dernier en faisant une opération humanitaire. Donc nous faisons face tous les jours à ces défis, mais je sais que vous êtes résilients, vous êtes sur le terrain. Donc merci pour ce que vous faites. En tout cas, comptez sur nous. Les belles mélodies de Seiba Diabaté ont mis fin à la cérémonie. La Banque de développement du Mali offre ses services aux douanes maliennes. Les propositions sont contenues dans un document qui a fait l'objet d'échanges. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions pour concrétiser les engagements. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi à la Direction générale des douanes à Samanko. C'était en présence de notre reporter Abdul Karim Kaba.
Les prêts à la consommation, les prêts immobiliers, les produits digitaux, la proposition de la BDM SA. Une délégation des responsables de la BDM SA à la douane jusqu'aux chaises assises à Samanko dans la commune du Mandi. Avec cette proposition, c'est une offre taillée sur mesure au delà de l'économie malienne. Cette offre prévoit notamment des conditions préférentielles de crédit à des taux compétitifs, répondant aux besoins de consommation, d'équipement et d'investissement des agents. Des produits bancaires innovants conçus pour simplifier la gestion financière, aussi bien en agence qu'à distance ou même depuis l'étranger. Notre ambition est claire, faire de l'expertise bancaire des agents de la douane une expérience fluide, moderne et enrichissante à la hauteur de leur engagement au service de la nation. Aujourd'hui, plus qu'avant, nous sommes chargés vraiment de renflouer les caisses de l'État par la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation. La deuxième mission, c'est une mission économique, de protection de l'environnement industriel, la protection des industries face à la concurrence déloyale. Troisième mission, c'est un appui aux autres administrations dans le cadre de la lutte contre tout ce qui est fraude, trafic illicite, protection des populations. Et aujourd'hui encore, il y a une autre mission qui se greffe, c'est la lutte contre la criminalité transnationale avec le terrorisme que nous connaissons dans notre pays. Au niveau de la direction, depuis 4 ans, nous avons 37 réformes. Au terme des échanges, le directeur général adjoint de la BDM SA a remis un document aux douaniers comportant les différentes propositions d'offres. Ensemble, les deux parties ont promis d'approfondir les relations et les échanges en vue d'une bonne coopération. La page AES nous conduit au Niger où la liquidité ne circulera plus afin de lutter contre la corruption. L'agence nigérienne pour la société de l'information a remis 100 terminaux de paiement électronique à la ville de Niamey. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Le reportage de Moustapha Amadou. La modernisation des services financiers locaux, c'est l'objectif visé à travers la remise des 5 terminaux des paiements électroniques à la ville de Niamey. Cérémonie hautement symbolique s'est tenue en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey de féliciter la ville pour cet événement majeur qui constitue une avancée significative pour les recettes communales. Pour sa part, le coordinateur du projet intelligent Abdou Kane a souhaité à la ville de Niamey un bon usage de cet appareil technologique. À travers ces gestes, ainsi confirme son engagement à accompagner les collectivités territoriales dans la transition numérique. L'Agence nationale pour la société de l'information, donc en sa qualité de maître d'œuvre de cette transfiguration, s'emploie à décliner cette aspiration stratégique en dispositifs opérants. Le projet Village Intelligent, loin d'être une initiative isolée, constitue le paradigme de notre action. En réceptionnant ces équipements électroniques, l'administrateur délégué de la ville de Niamey a déclaré que cela constitue une opportunité majeure de moderniser leurs services et de sécuriser les paiements tout en facilitant les opérations des usagers. Cet appui matériel d'une grande portée stratégique s'inscrit dans la continuité de notre engagement en faveur de la digitalisation de la collecte des taxes et des redevances municipales. Il répond à une double exigence. Renforcer la transparence et la traçabilité dans la mobilisation des ressources locales et faciliter et sécuriser le paiement des citoyens et contribuables. Cette initiative rejoint parfaitement la vision portée par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. La ville de Niamey, désormais équipée de ces terminaux, ambitionne d'offrir des services publics plus rapides et plus sûrs au bénéfice de ses citoyens.
Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier une cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs avec la première promotion de camp vacances Faso Mebo. Dans la cour du palais présidentiel, les visiteurs du jour ont monté les couleurs nationales en chantant l'hymne national en moré sous le regard administratif du chef de l'État et de leur parrain, le colonel Ismaël Djouari. L'objectif de ce camp est de faire des participants de futurs adultes intègres en leur inculquant leurs certaines valeurs. Le point avec Nyarki Teda. Un retour au calme pour les campeurs de Faso Mebo après une semaine d'intenses activités sur le site et des immersions dans plusieurs institutions du pays. Moment de vive émotion pour ces tout petits qui doivent eux-mêmes monter le drapeau. Au grand complet, les 408 campeurs entonnent le ditanier, l'hymne de la victoire en langue nationale morée. À cette rencontre de montée de couleurs avec le président du Faso, c'est l'occasion de faire le bilan de près de 10 jours de camp passé au lycée Marine Gouabi de Ouagadougou. Ils ont eu la chance de participer à des ateliers de confection de pavés, de pose de pavés, d'art et culture, en plus de l'instruction civique militaire, l'éducation civique militaire. Donc aujourd'hui, ces campeurs quittent le Marienne en laissant un bosquet d'arbres fruitiers, un carré d'armes pavé de 300 mètres carrés, une dizaine de banquettes. Pour réaliser ces résultats, les campeurs sont répartis en 8 sections avec des noms bien connus des terroirs. Bafouji, Bam. Nos campeurs avaient une devise. Quand vacances, Faso Mebo. Leur passage à la présidence du Faso reste et restera encore longtemps gravé dans leur mémoire. Le président du Faso salue leur courage, leur esprit de patriotisme et de sacrifice pour ce temps passé au camp Faso Mebo. Le capitaine Ibrahim Traoré félicite également la coordination nationale de l'initiative présidentielle Faso Mebo et le parrain, le colonel Ismaël Kiswensida Djouari, chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, ainsi que l'ensemble des moniteurs pour avoir inculqué aux enfants le savoir-faire et le savoir-être. Les enfants, l'avenir de demain. La Fédération de la Russie célèbre aujourd'hui 22 août la journée du drapeau national. Une journée nationale qui célèbre le retour du drapeau tricolore russe après la chute de l'Union soviétique. Une célébration qui date de l'époque Boris Eltsine. Seydou Fomba nous situe par rapport à l'historique de cette journée. C'est le 20 août 1994 que le président de la Fédération de Russie à l'époque, Boris Yeltsin, a signé les décrets relatifs à l'institution de la journée du drapeau national. Elle est célébrée tous les ans le 22 août. C'est pour célébrer le rétablissement du drapeau national historique de la Russie suite aux événements d'août 1991 quand le pays venait de vivre une tentative de coup d'État. En effet, le drapeau national russe, dans sa version actuelle, rouge, bleu, blanc, a été hissé sur les toits de l'Assemblée nationale russe le 22 août 1991 comme symbole de l'échec de la tentative de putsch qui a eu lieu cette année-là. Ce vendredi, le président Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes. Il a souligné que tous les drapeaux qu'a connus la Russie mérite respect de la part des citoyens. La Russie est un pays millénaire, tout comme sa civilisation, a-t-il souligné, avant d'ajouter, je cite, « État nash civil jedinstva ». En français, c'est le symbole de notre unité. Selon le président Poutine, le drapeau national russe va toujours inspirer les citoyens du pays pour qu'ils aillent toujours de l'avant jusqu'à la victoire pour confirmer la gloire de la Russie. Fin de citation. Il faut rappeler que l'histoire du drapeau national de la Russie est très ancienne. En 1815, sous l'impératrice Ekaterine II, le drapeau comportait deux couleurs, le rouge et le blanc.
retour à l'actualité nationale, la fin de l'atelier de formation des acteurs syndicaux sur les normes internationales du travail et le concept de travail des enfants. Après 3 jours de travaux, la vingtaine de participants a été outillés sur ces thématiques. Initiative portée par la Confédération malienne des travailleurs. Objectif, promouvoir l'excellence dans la lutte syndicale. Bokari Koulibaly et Oumar Katraoré ont suivi la cérémonie de clôture de la session. Voici leur reportage. Les normes internationales du travail et la lutte contre le travail des enfants, ces notions n'ont désormais plus de secret pour une vingtaine de syndicalistes. Après 3 jours de formation, les participants repartent outillés et confiants. Avant d'être là, j'avais une haute définition des différents concepts que nous avons eu à voir ici. On a eu la chance d'avoir un éminent formateur qui nous a vraiment beaucoup appris. On a échangé sur des points comme la liberté syndicale, n'est-ce pas, l'association collective, la négociation collective qui ont abouti au dialogue social. Débat, échange et partage d'expériences ont marqué cette session. À la fin de cette formation, on lit sur chaque visage une satisfaction, celle d'avoir reçu et celle d'avoir donné. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un syndicalisme mal formé est une bombe. Et à partir du moment où vous êtes formé, chacun en ce qui le concerne devrait mesurer sa responsabilité et aller de l'avant. Le département du travail et du dialogue social, partenaire de l'initiative, félicite et encourage la CMT dans ce renforcement des capacités. Les nombreuses suggestions faites et vos contributions de taille prouvent à suffisance l'intérêt que vous accordez aux normes internationales du travail, mais aussi votre engagement à apporter votre pierre à la construction nationale et à l'apaisement du climat social, gage de tout développement. À l'issue des travaux, une recommandation forte, pérenniser cette formation au bénéfice des défenseurs des droits des travailleurs. Et nous rendons un hommage aux précurseurs de la photographie. Au Mali, on se rappelle des grandes figures du 8e art, Seydou Keïta, Malik Sidibé, Moutara Damele. Le 19 août est dédié à la journée mondiale de la photographie. Au Mali, l'événement a été marqué par des masterclass, le vernissage de l'exposition des œuvres photographiques sur le thème Yereya Sira, qui signifie nos identités comptent. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate et Yaya Koni. Yereya Sira, nos identités comptent, est le thème du vernissage de l'exposition des œuvres photographiques réalisée par une vingtaine de photographes. Ces œuvres ont été sélectionnées à l'issue du concours organisé avec le Syndicat national des professionnels de l'image et du son et la Maison africaine de la photographie. Ce concours avait pour objectif de constituer auprès de la Maison africaine de la photographie une collection d'œuvres photographiques inspirées de nos traditions. À l'issue du concours, les meilleures œuvres ont été sélectionnées par un jury professionnel, soit 70 œuvres réalisées par 20 photographes maliens de Bamako et des régions. Malgré les efforts consentis, le secteur de la photographie au Mali se trouve confronté à plusieurs défis. L'occasion était bonne pour récompenser les 3 lauréats du concours photographique avec à la tête Fatoumata Dambélé. Cette journée a été marquée également par la signature de conventions de partenariat scellées entre l'AMAP et la Maison africaine de la photographie. Nous faisons la même chose. Nous avons des éléments de synergie, de convergence et de complémentarité. Et c'est ce que nous concrétisons à travers justement cette convention de partenariat. Et je pense que nous avons beaucoup à avoir de la Maison africaine de la photo. Et elle sait déjà qu'elle peut beaucoup puiser à l'Agence malienne de presse et de publicité. Et c'est en cela que nous avons décidé de marcher ensemble. Depuis 2010, la Journée mondiale de la photographie est célébrée à travers l'organisation de divers types d'activités permettant aux structures et aux acteurs du secteur de la photographie de partager avec le monde leur création, leur vision et leur expérience dans la pratique. Pour cette année 2025, la Maison africaine de la photographie, à l'instar d'autres structures et organisations dédiées à la photographie, organise 2 activités. Une masterclass sur le thème conception et montage de projets photographiques initiée à l'intention des artistes photographes et auditeurs du domaine de la photographie.
La deuxième activité concerne l'exposition photo intitulée Yereya Sira. Un atelier de masterclass sur le renforcement des capacités des photographes ainsi que des hommages ont été rendus à certains pionniers du secteur comme Malik Sidibé, Seydou Keita, Abdraman Sakali, Django Sissé, Adama Kouate et Alunba. De nouvelles publications dans vos librairies. La première s'intitule « Les stratégies ou critiques sur l'éducation contemporaine ». Elle parle de l'éducation des enfants et le comportement des éducateurs en milieu urbain et rural. L'auteur de cette publication est Adama Djonkula Diarra. La seconde œuvre est Le lieutenant de Jassani. C'est un ouvrage de 188 pages qui retrace la vie d'un soldat de l'infanterie coloniale. Le livre est de Seytou Kamara. Voilà, des publications à retrouver dans les différentes librairies. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous que nous suivez de la Suisse. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.